Quelqu'un qui habitait à Tokyo m'a dit: «J'ai peur que la France vienne me chercher sur certains impôts» et la personne en face, c'était pendant une formation, dit: «Ah moi je me suis fait rattraper» et c'était, l'enfer. Dans cet exemple-là, pourquoi la France est venue les chercher? Je pense comprendre la situation. En fait, il y a plein de gens qui ont peur de l'administration fiscale française et quand ils partent, ils font rien. C'est-à-dire qu'ils déclarent pas qu'ils sont partis et ils continuent à déclarer leurs revenus comme s'ils étaient résidents fiscaux en France. Mais ce qui se passe, c'est que quand on devient non-résident fiscal de France, effectivement, l'administration fiscale calcule les impôts avec le taux progressif, quotient familial, etc. Mais votre imposition, en fonction de vos revenus, ne peut pas être inférieure à 20 ou 30% revenus nets. Et là, c'est énorme en fait, parce que c'est un taux minimum, ce qui est beaucoup, 20 ou 30%. Souvent, quand on a une famille avec des enfants, etc., en taux moyen d'imposition, on paye moins que ça. Euh, et donc, c'est vrai que si l'administration fiscale vous rattrape sur ça, eh bien, ils peuvent très bien vous demander, ben voilà, vous n'avez pas payé assez d'impôts parce que vous auriez dû payer 30% minimum. Vous m'avez déclaré une partie des revenus, donc les revenus qui étaient effectivement imposables en France, comme les revenus fonciers. Mais comme si vous étiez résident français, vous auriez pas dû faire ça. Ou alors, vous avez en plus demandé des crédits d'impôt pour le jardinier, pour je sais pas quoi, habitation, les impôts. Et là, vous y avez pas droit non plus. Or, autre cas, et vous pouvez vous faire rattraper parce que vous déclarez pas que vous êtes non-résident. Et au moment où, en fait, finalement, votre résidence que vous gardez peut-être à votre disposition en France, avant, c'était votre résidence principale, vous ne payez plus de taxes d'habitation, mais si ça devient votre résidence secondaire, la taxe d'habitation, elle est due. Donc, en fait, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles on peut se faire rattraper. Moi, j'ai souvent eu des clients qui, enfin, en discutant, ah non, non, mais moi, je veux être bien avec l'administration fiscale. J'ai tellement peur de mal faire que moi, je veux payer mes impôts en France. Je paye mes impôts comme si j'étais résident français. Et donc, je ne fais rien. Mais en fait, eh ben, en fait, c'est juste c'est en faisant comme ça qu'on fait mal. C'est que, effectivement, vous serez pas imposé au bon taux. Et donc les choses sont pas faites correctement et vous pouvez vous faire rattraper. Dis-moi Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est la résidence fiscale? La résidence fiscale, c'est un peu, la source en fait. C'est-à-dire qu'on part de la résidence pour savoir quelles sont ses obligations fiscales dans un pays ou dans un autre. Alors, cette résidence fiscale, quand on a une situation internationale, quand on déménage et cetera et qu'on a des biens en France, on travaille à l'étranger et cetera, on a quelquefois des doutes sur, cette résidence et donc pour la déterminer, déjà, il y a, 3 choses à prendre en compte. Il y a, par exemple, le pays dans lequel on réside, il faut prendre les règles de droit interne et il faut prendre également les règles de droit interne en France. Et c'est seulement quand il y a un conflit de résidence, c'est-à-dire que quand dans les 2 pays, on est considéré comme résident fiscal, qu'on applique alors la convention fiscale pour départager la résidence, pour savoir de quel pays on va être considéré comme résident fiscal. Et à partir de là, eh bien, on va appliquer la convention et pour savoir où vont être imposés les revenus fonciers, où vont être imposées les plus-values, tout découle de ça. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y a 2 définitions de la résidence fiscale, celle française et celle du pays dans lequel, tu vis, qui est ce fameux droit interne? Est-ce qu'on peut revenir sur la définition de la résidence fiscale du point de vue français? Du point de vue français, la définition de la résidence fiscale, il y a plusieurs critères qui sont, on va dire, alternatifs. C'est-à-dire que si on remplit un seul de ces critères, on est considéré comme un résident fiscal de France. Alors ces critères, c'est le foyer ou le séjour principal, c'est avoir une activité professionnelle ou c'est avoir le centre de ses intérêts vitaux. Qu'est-ce que c'est? Les centres des intérêts vitaux, en fait, ça recouvre un panel d'éléments. Ça peut être, les liens, familiaux où se situe la famille, ça peut être là où on a son patrimoine, c'est de là où on tire ses revenus et cetera. Donc en fait, il y a, une multiplicité de choses à prendre en compte. C'est assez large, donc remplir les critères de résidence fiscale, c'est assez facile et en fait, c'est le but. Le but, c'est de ramener le plus possible de résidents fiscaux pour pouvoir les taxer. Donc on remplit facilement les critères de résidence fiscale, en droit interne français. Pour revenir sur la question du séjour, les fameux 183 jours qu'on entend, partout, est-ce que tu as quand même une idée de timing ou comment est-ce que tu prouves que finalement tu restes assez de temps en France
pour rester résident fiscal français. Quand on voyage beaucoup ou quand on a des activités professionnelles entre plusieurs pays, il faut garder un calendrier et la preuve de nos voyages. Donc oui, si en cas de contrôle, l'administration française va demander tous ces éléments et ils utilisent plein d'outils à leur disposition pour contrôler ça. Donc, surtout que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ils peuvent aussi contrôler là où vous bornez avec votre téléphone, là où vous utilisez votre carte bleue. Donc, les contrôles sont possibles sur si vous indiquez avoir passé 100 jours ou 180 ou 190 jours ou 200 jours à l'étranger, alors qu'en fait, vous en avez passé un peu moins. Enfin, et le contrôle est possible. On peut pas mentir sur la résidence fiscale. Voilà. Sur le séjour, en tout cas. Je te remercie parce que du coup, ça permet déjà de savoir, est-ce que, du point de vue français, est-ce que potentiellement je peux ou pas être résident fiscal français? Et surtout, tu amorces déjà la complexité du sujet. Si on regarde après d'un point de vue du deuxième droit interne, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un pays pour faire un peu le parallèle entre ces deux options ou ces deux types de droits? En France, nous, on a des critères qui sont très larges, mais il y a d'autres pays où, pour les étrangers, le critère principal sera effectivement la durée du séjour. 183 jours, c'est un critère que beaucoup d'autres pays prennent en compte, et c'est quelquefois le seul qu'ils prennent en compte, notamment pour les étrangers. Donc, c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu perturbés sur ce critère, et c'est toujours ça, c'est un critère qu'ils avancent très souvent, parce que dans certains pays, effectivement, c'est le cas. Il y a 183 jours qui sont pris en compte, et là, il y a aussi des différences, et soit c'est sur une année civile, soit c'est sur une année, on va dire filante, c'est-à-dire à partir du moment où vous posez les pieds sur le territoire. Ça dépend des pays. Un élément qui souvent perturbe les Français, et c'est pour ça que, voilà, ils l'ont beaucoup à l'esprit, les 183 jours. Mais c'est pas le seul élément qu'il faut prendre en compte. Donc en fait, tu as un droit français qui te donne une définition de la résidence fiscale, un droit interne dans le pays dans lequel tu résides qui va donner une autre définition, qui ajoute cette complexité et qui crée cette idée des fameux 183 jours. Comment est-ce que tu fais quand chacun des pays te définit comme résident fiscal? Qu'est-ce qui va s'appliquer? Alors à ce moment-là, quand je remplis les critères dans les deux pays, eh bien il faut départager la résidence. Et là, je vais voir la convention fiscale, s'il y en a une, qui est signée entre les deux pays. Et c'est là qu'il va y avoir un départage. On va étudier des critères qui sont successifs, c'est-à-dire que on va voir si on remplit le premier critère. Si le premier critère fait pencher la balance dans un pays ou d'un autre, alors à ce moment-là, on s'arrête, on va pas sur les autres critères. Et donc, on regarde tous les critères successifs pour savoir où je suis résident et quel pays qui va finalement m'imposer comme résident. En général, les critères sont toujours un peu les mêmes parce que les conventions les plus récentes sont des conventions type OCDE, comme on dit. Et donc, les critères se ressemblent beaucoup d'une convention à l'autre, mais quelquefois, dans les formulations, il y a des différences. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder précisément quels sont ces critères, parce qu'on peut avoir des surprises. Qu'il faut toujours regarder les critères les uns après les autres. En général, le premier critère, c'est avoir une habitation permanente. Donc voilà, on peut facilement remplir ce critère-là. En général, le deuxième critère, c'est le centre des intérêts vitaux. Donc là, on retrouve un critère qu'on avait déjà vu en droit interne. Dans la définition française. Et le troisième critère, généralement, c'est en anglais, on dit habitual abode. C'est le lieu de séjour habituel. Et là, suivant les conventions, c'est pas toujours formulé de la même manière. Et la jurisprudence également ne met pas toujours la même chose derrière. Donc, et si on n'arrive pas à départager, souvent on se retrouve à la fin avec la nationalité. Et puis si on n'arrive toujours pas à se départager avec la nationalité, on se retrouve avec un accord amiable avec les deux pays. Donc les conventions fiscales, c'est des accords entre les pays qui permettent de départager ces règles. Comment ça se passe d'un point de vue pratique? Je suis par exemple résident en France et en Angleterre en même temps. D'un point de vue pratique, comment ça se passe? D'un point de vue pratique, il faut voir la convention et déterminer sa propre résidence, et ensuite faire sa déclaration des revenus suivant ce que l'on a déterminé nous-mêmes, parce qu'en France, c'est un mode déclaratif, c'est-à-dire que on déclare et éventuellement il y a un contrôle derrière. Donc il faut déterminer soi-même sa résidence et faire les déclarations en fonction de ça. Si moi, je sais pas, mince, je suis des deux côtés, j'habite en Angleterre, j'ai acheté un appartement, je rentre en France, d'un point de vue vraiment pratico-pratique, comment je calcule? Dans la question que tu me poses, il faut séparer, il y a deux questions.
soit on se pose dans la circonstance, enfin, voilà, j'ai un Français qui quitte la France parce qu'il est muté à l'étranger et qui avait fait des investissements, il avait voilà, des revenus fonciers, des emprunts, il avait droit à des crédits d'impôt, et cetera. La plupart des crédits d'impôt sont réservés aux résidents fiscaux de France. Donc, quand on quitte la France et qu'on devient non-résident, on perd l'avantage de ces crédits d'impôt. Si vous faites entretenir votre jardin dans votre résidence secondaire, eh ben, vous pouvez plus déduire ça comme crédit d'impôt, comme vous avez l'habitude de le faire auparavant. Ça, c'est un exemple. Voilà. Ensuite, il y a d'autres crédits d'impôt plutôt dans un autre fait, circonstance. Admettons que je suis en France et que je perçois des revenus de l'étranger. À ce moment-là, pour éviter une double imposition, eh bien, il y aura des mécanismes qui sont mis en place dans la convention fiscale pour éviter une double imposition. Donc, c'est souvent un mécanisme de crédit d'impôt ou alors d'exonération et d'application d'un taux effectif. C'est-à-dire qu'on recalcule un taux d'imposition. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en compte. Mais ça, c'est deux situations différentes. Donc, ouais, d'un côté, il y a en fait un Français qui va devenir expat et donc qui perd certains bénéfices et avantages qu'il avait parce qu'il était résident. Et puis, il y a une autre situation, c'est qu'il y a il y a des crédits d'impôt qui découlent de l'application de la convention fiscale pour éviter une double imposition. Tu accompagnes aujourd'hui beaucoup de femmes expatriées. Est-ce que tu peux me dire, pour cette catégorie de personnes, quels sont les risques que tu peux retrouver sur les conjoints suiveurs? Pour les conjoints suiveurs, je pense qu'on peut y séparer deux situations. On va dire, alors il y a les conjoints suiveurs qui veulent garder une activité professionnelle et qui se mettent d'accord avec leur employeur d'origine avant départ et ils discutent, hein, oui, c'est facile, je peux travailler de là-bas sans problème. Ils veulent continuer à travailler à domicile, moyennant quelques enfin, un voyage, mettons une fois par mois, une visite en France pour voir l'équipe, etc. Et tout le monde se dit, voilà, avec les moyens techniques actuels, c'est hyper facile, il y a pas de problème pour personne, etc. Mais en fait, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'on travaille pour le compte de quelqu'un qui est dans son pays d'origine que on n'est pas imposable dans le pays d'accueil. Le droit qui s'applique, c'est le droit du pays dans lequel on se situe. Donc au niveau des charges sociales et au niveau des impôts. Et donc le droit qui s'applique, c'est dans là où on travaille. Et donc si vous travaillez, mettons au Congo, au Cameroun, en Algérie, au Gabon, pour le compte de quelqu'un qui est en France, eh ben, vous travaillez dans ce pays-là, il faut regarder les lois de ce pays-là. Et donc, c'est votre employeur qui a aussi la responsabilité de remplir les règles sociales dans le pays dans lequel vous êtes, peut-être de payer des charges sociales, etc. Et donc, il y a plein de questions qui se posent et il faut y faire bien attention parce que autant, faut pas se mentir, il y a des pays où, en gros, les gens se disent pas vu, pas pris, hein, parce que effectivement, c'est difficilement appréhendable. Comment contrôler une situation comme ça quand finalement le conjoint est payé sur son compte d'origine, que il travaille pas du tout dans le pays d'accueil, mais en fait tout se fait en ligne. C'est vrai que le contrôle est très difficile, mais il y a des règles qui s'appliquent et il y a des pays sur lesquels il faut pas plaisanter avec ça. Et c'est sûr que si on travaille au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, voilà, le contrôle est quand même beaucoup plus difficile sur ce type de situation-là, mais il y a un droit qui s'applique quand même. Mais il y a des pays, si vous partez aux États-Unis, au UK, et cetera, voilà, et après ça, il y a ça. Si vous travaillez en Europe, il y a des conventions qui existent de sécurité sociale, enfin, il y a un accord européen pour l'Europe qui facilite ce genre de situation, et cetera. Mais allez, après ça, non, faut pas faire n'importe quoi et donc si on veut être, comme on dit, compliant, il faut toujours regarder les règles du pays dans lequel on se trouve. Ça peut mettre l'employeur dans de graves difficultés. Un exemple, si vous dites à votre employeur, je pars au Canada et je vais en profiter pour démarcher le marché là-bas, etc. Je vais aller voir les clients et tout, machin. Bah oui, mais il y a un risque et puis il y a pas un risque seulement social et impôt pour vous, il y a aussi un risque, pour l'employeur. Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un établissement stable? Enfin, il y a plein de questions comme ça qui se posent et on faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Voilà. Tu Recommandation. sais, cette question-là, il y a la semaine dernière, je vois un post LinkedIn d'un CEO d'une start-up qui dit: «Ah, mon employé travaille en Italie, je suis jaloux, pourquoi elle ne m'a pas invité?»
et tout le monde applaudit, trouve que c'est génial. Et en fait, aussi bien d'un point de vue employé qu'employeur, aucun des deux n'avait conscience des implications de fiscalité personnelle, d'assurance, etc. Mais aussi d'un point de vue employeur, qu'est-ce que ça peut représenter si cette personne fait du démarchage au niveau de l'entreprise, la fiscalité de l'entreprise, la responsabilité de l'entreprise, ces histoires d'établissement permanent. Et on devrait peut-être faire un autre épisode sur ce sujet d'un point de vue entreprise pure et dure. Qu'est-ce que ça peut représenter quand ce genre de situation arrive? Au sein de l'Union européenne, peut être facilement réglé en fait, parce qu'il y a des dispositions qui existent. C'est pas difficile de régler le problème au sein de l'Union européenne. C'est un Américain qui disait ça, c'est un Américain, pardon. Je n'ai pas spécifié, c'est un hors UE. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ces dispositions qui sont faciles à mettre en place si on reste dans l'Union européenne? En fait, il y a des critères qui sont très clairs au niveau européen pour déterminer où on doit payer ses cotisations sociales. Il y a le principe d'unicité en fait du système, c'est-à-dire que on ne paye ses cotisations que dans un des pays. En fait, on peut pas payer un peu là, un peu là. Donc il y a ce principe-là du règlement européen. Et en fait, les conditions sont assez faciles à déterminer. Et il y a un site qui est très bien fait où les gens peuvent se référer s'ils ont des questions là-dessus. C'est le CLES, c'est le Centre de liaison de sécurité sociale, c'est CLEI2S. Et il y a des petits simulateurs qui sont très bien faits, qui peuvent aider les gens s'ils ont des questions sur les affiliations à la sécurité sociale. Alors c'est super, on mettra le lien dans la description pour les personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'était le premier cas des conjoints suiveurs. Hein. Le deuxième cas, c'est des conjoints suiveurs. C'est, je dirais, la tranche d'âge que se situe, vous voyez, c'est les mères ou les pères de famille qui ont, on va dire, 55, 60 ans, qui ont des enfants qui sont étudiants en France, où en fait, il y a plus d'enfants scolarisés avec le couple. Madame ou monsieur, suivant les situations, va et vient, on va dire. Oh bah là, je vais passer 3 semaines avec mon mari. Ah, j'ai mon enfant qui passe son examen ou j'ai ma fille qui va avoir un bébé, je vais aller l'aider pendant 1 mois. Et en fait, elles sont par monts et par veaux, on a du mal à situer où elles sont. Ce qui se passe, c'est que les critères de résidence fiscale, c'est pas pour le foyer, c'est à l'égard de chaque personne. Donc, si monsieur, effectivement, travaille dans le pays, remplit les critères de résidence en fonction de la convention dans son pays d'accueil, madame, c'est peut-être pas le cas dans une situation comme ça, où finalement, au bout du compte, quand on regarde l'année, elle a vécu, on va dire, 60% de son temps ou 50% de son temps dans sa maison en France. Elle a ses comptes en France, voilà, ses enfants sont en France, etc. Donc, sa résidence fiscale, elle sera peut-être en France. Pour bien comprendre, comme en France on déclare ses impôts en tant que foyer, si monsieur, par exemple, reste vivre au Zimbabwe, parce que ça, la situation que tu décris, ça pourrait très bien m'arriver dans quelques années. Monsieur reste vivre au Zimbabwe et travaille au Zimbabwe. Est-ce qu'il devient résident fiscal parce que moi, je vis la majorité de mon temps en France? Non. Non, pas du tout. On peut déposer une déclaration de manière conjointe. L'un déclarera, s'il est résident, ses revenus mondiaux, et l'autre, s'il est non résident, ne déclare que ses revenus de source française. Donc, c'est une déclaration qui est faite ensemble, mais chaque personne du foyer, en fonction de sa résidence fiscale, déclare soit ses revenus mondiaux, soit ses revenus de source française, et on applique le barème, on va dire, de la famille. Mais on apprécie la résidence fiscale pour chaque membre du foyer. Pour chaque membre du foyer, c'est très clair. Tous les non-résidents doivent déclarer leurs revenus de source française. Le problème se pose quand il y a des conjoints, quand il y a des copropriétés. Voilà. Donc en fait, voilà, il faut regarder s'il y a un contrat de mariage et que chacun a son nom sur, voilà, cette maison, elle m'appartient, ce compte-là, il est à mon nom, etc. C'est très facile. Alors, si c'est un régime légal, à ce moment-là, on regarde les comptes et puis on regarde, on divise 50-50 pour les comptes. Voilà, il y a une répartition à faire en fonction une ventilation à faire. Donc ça, là, on a vu les 2 cas des conjoints suiveurs, qui sont en fait soit j'ai continué à avoir une activité, soit je passe plus de temps en France que ce qui était prévu initialement et je génère des revenus en France, qui donc du coup ont une implication sur la fiscalité qui sera rattachée
à ces produits. Sur un autre sujet qui est un peu complexe, c'est l'histoire de la résidence principale. J'ai plusieurs personnes qui m'ont dit tu peux encore être considéré comme résident fiscal français à cause de cette maison. Si les gens y séjournent vraiment, ça pourrait être un élément qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre quand on applique tous les critères qu'on a vus tout à l'heure. Et à partir du moment où, quand on applique les critères, vous êtes considéré comme domicilié fiscalement à l'étranger, ce n'est plus votre résidence principale. Donc non. Donc non. Est-ce que tu peux nous donner un cas réel d'une personne qui a mal déclaré ses revenus et les conséquences que ça a eu? En fait, la plupart des gens qui ont mal déclaré leurs revenus, enfin dans les cas que j'ai eus, c'était surtout pour des gens qui se considéraient toujours comme résidents ou qui avaient jamais fait les formalités et qui avaient fait n'importe quoi dans leur déclaration. C'est effectivement, moi c'est surtout ça les cas que j'ai eus. Sinon, les problèmes d'erreurs dans les déclarations, oui, après ça on a des demandes d'informations, on peut corriger, enfin c'est pas très grave. Si on fait une erreur et qu'on s'en rend compte, on peut la corriger. Ouais, donc en fait, on a vraiment cette image de la fiscalité, de ce monstre de l'administration fiscale. Et en fait, si on déclare qu'on part, si on s'informe et potentiellement qu'on utilise les services d'un avocat si on a un gros patrimoine ou quelque chose de complexe, finalement, ça ne fait pas si peur que ça. Tu viens de tout dédramatiser, je pense, pour toute la communauté française qui habite à l'étranger. Non, mais c'est vrai, il faut pas en avoir peur. Quand on en avait discuté, tu me dis, est-ce que c'est un choix là? Non, c'est pas un choix à premier abord. C'est-à-dire que on a une situation de fait et on voit si on remplit des critères. On essaie de le faire de manière objective. Après, effectivement, on peut décider de changer de résidence fiscale. Mais à ce moment-là, il faut changer tous les critères objectifs qui ont fait pencher la balance de la résidence fiscale d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et il faut que les choses soient claires et tranchées. Ce mythe de changer de résidence fiscale, bon ça je le vois beaucoup sur les forums, notamment chez les entrepreneurs, avec leur fameuse holding à l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce mythe? Le mythe de la holding, tant qu'on est résident fiscal de France, il peut y avoir des avantages au niveau, on va dire, droit des affaires, enfin bancaire, investissement, parce que la holding, même une holding française, ça permet de lever des fonds, de faire un emprunt, enfin. Donc il y a un effet de levier avec une holding qui peut être intéressante. Il y a des avantages à la holding sur d'autres points gestion du patrimoine, etc. Mais tant qu'on est résident fiscal de France, l'intérêt de la holding dépend de la convention fiscale signée avec le pays dans lequel se situe la holding, savoir les revenus qui remontent de la holding, où est-ce qu'ils sont imposables. Mais tant qu'on est résident fiscal de France, il faut quand même déclarer on déclare ses revenus mondiaux, donc les revenus de la holding. On applique éventuellement un crédit d'impôt s'il y a une retenue à la source dans le pays de la holding pour éviter une double imposition, mais c'est pas non plus miraculeux au niveau fiscal. Après, tout dépend de ce qu'on met dans la holding. Voilà. Oui, mais moi j'avais vraiment vu des gens qui disaient je ouvrais une holding à Dubaï, mais tu es dentiste en France. Je m'interroge sur l'utilité. Il y a un cas comme ça, il y a à peu près analogue, où effectivement, Dubaï, c'était l'Eldorado. Alors, la convention avec Dubaï contient une disposition un peu particulière avec Dubaï. Enfin, c'est assez particulier à cette convention fiscale. C'est pas une disposition qu'on retrouve dans d'autres conventions fiscales. En gros, il y a tout un départage, savoir où est-ce qu'on va imposer quoi, les revenus de l'entreprise. Enfin, bref, il y a tout le départ. Et puis à la fin de la convention, dans l'article 19 de la convention, on te dit si tu remplis les critères internes de domicile en droit français, de toute façon, tu seras imposable en France et puis tu auras droit à un crédit d'impôt. Donc, en fait, pouvoir bénéficier de la convention et des avantages fiscaux de Dubaï, il faut vraiment couper ses liens avec la France et ne pas remplir les critères du domicile fiscal en droit interne français. Et là, donc, il faut pas travailler en France, il faut pas trop y séjourner, il faut pas avoir tout son patrimoine encore en France et juste genre une holding à Dubaï, habiter à Dubaï. En fait, faut faire très attention. Voilà. Ça peut être risqué. Et la France regarde pas mal. Enfin, voilà, c'est facilement visible. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour un entrepreneur français qui a ouvert sa holding à Dubaï sous de mauvais conseils et qui maintenant n'a pas encore eu sa première déclaration d'impôt peut-être, donc il se dit je suis safe, j'ai fait un bon choix. Qu'est-ce que ça voudra dire pour lui en fait? Après, tout dépend s'il y a des revenus qui remontent.
Si c'est vraiment de l'investissement et que tous les dividendes sont réinvestis dans la holding, etc., ça peut faire sens. En fait, tout dépend de l'objectif de la holding. Si l'objectif de la holding, c'est de planquer ses revenus au fisc français, vous pouvez vous faire rattraper. Mais s'il y a un vrai objectif commercial derrière, de structure, d'un montage, de développement, ça peut tout à fait faire sens. Il y a plein d'avantages à investir à Dubaï. Effectivement, c'est très intéressant parce que la fiscalité est vraiment très attractive. Après, si vous avez des remontées de dividendes, ben, si vous êtes résident français, ben, vous serez imposé comme un résident français sur revenus mondiaux. Voilà. Tout dépend de votre situation. J'ai l'impression que ce mythe de la holding, qui est en fait très bien pour des groupes internationaux, pour des Oui. startups qui vont se développer à l'international, lever des fonds aux États-Unis, j'ai l'impression que ça a été remarketé pour des entrepreneurs franco-français qui en fait n'en ont peut-être pas besoin en leur faisant miroiter cette question de la fiscalité. Et en fait, cet épisode sert aussi de piqûre de rappel à se faire conseiller par des personnes dont c'est le métier et de pas forcément succomber aux sirènes Oui, de moins d'impôts. faut pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il faut toujours rester, enfin, moi j'ai une façon de voir les choses, j'aime bien rester, compliant, c'est-à-dire que respecter les règles. On peut pas faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles de faire à Dubaï, ça peut être très intéressant. Après, si on est résident fiscal de France, faut pas se servir d'une structure à Dubaï pour planquer ses revenus, c'est tout. Je voudrais parler maintenant d'un autre cas qui aussi prête un peu à confusion, le fameux digital nomade. Où est-ce qu'il est imposé? Bah, en théorie, on est imposable là où on travaille. Donc le digital nomade, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est imposable là où il est, en fait, là où il travaille. C'est pas parce qu'il travaille pour des clients, on va dire, français qu'il sera imposable en France. Si il travaille à 100 mettons au Zimbabwe, ben, il sera imposable au Zimbabwe. Voilà. Maintenant, imaginons le cas où j'ai ouvert ma société en France, j'étais Oui. freelance pendant 5 ans, j'ai une clientèle française bien installée, et j'ai décidé que pendant les 3 prochaines années, tous les 3 mois, je change de pays. Et je fais plusieurs fois le tour du monde, du coup. En France, on peut tout à fait être enregistré comme auto-entrepreneur et non résident, c'est possible. Et ça permet d'avoir une couverture sociale quand en fait quand on rentre et on travaille en France. Théoriquement, pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale, sinon il faut être résident français. À partir du moment où on travaille en France, en tant qu'auto-entrepreneur, on cotise, on a des droits qui sont ouverts normalement au jour 1. Là, tu me donnais le cas d'un auto-entrepreneur qui bouge tous les 3 mois. En fait, tout va dépendre il n'y a pas que son activité qu'il faut prendre en compte, il y a également, où est-ce qu'il est résident fiscal? Est-ce qu'il est célibataire et il voyage d'un pays à l'autre? Oui, on peut prendre cet exemple-là. Ça, c'est un cas que j'ai souvent retrouvé parmi les jeunes, même de gros groupes, hein, qui avaient, l'habitude de faire mais ils avaient des leadership programmes où ils envoyaient 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois et pendant 2 ans ou 3 ans, ces jeunes salariés, parce qu'ils étaient salariés, étaient envoyés d'un pays à l'autre pour, en gros, ils faisaient leur tour du monde et ils apprenaient plein de choses et tout. Sauf que c'était effectivement, des, des célibataires, sans patrimoine, parce que c'était vraiment des jeunes qui avaient, 27-28 ans, qui avaient moins de 30 ans, pas de famille, voilà, enfin bon. Et dans cette situation, on pouvait, par exemple, être considéré comme résident français parce qu'on remplissait tous les critères et pendant 6 mois. Il fallait appliquer les conventions fiscales, c'était assez compliqué et au final, on pouvait se retrouver résident français juste pendant 6 mois. En fait, il faut voir dans les pays les questions, les réglementations, enfin le droit interne de chacun des pays où les gens allaient. Il fallait étudier tout ça et il y a pas de réponse toute faite, en fait. Ça va dépendre des droits internes, ça va dépendre, des situations, familiales, s'ils ont hérité d'un truc, et cetera. C'est vraiment du cas par cas. Ouais, parce que finalement, tu peux te retrouver à remplir les critères français de ce qu'on disait tout à l'heure avec l'activité économique, parce que du coup, tu as Ouais. ton entreprise qui est toujours enregistrée en France, où tu perçois un Ouais. salaire français et Et on tu t'envoie travailles en en France pour 4 internship mois. un peu partout, où tu travailles en France un petit morceau et de l'année, et le reste de l'année, tu es à l'étranger. Mais que du coup, cet aspect de Mmh. centre des intérêts économiques reste en France. Donc, d'un point de vue interne français, tu es résident fiscal français. Mais en fonction du pays dans lequel tu vas travailler en tant que digital nomade, tu auras aussi le droit interne de ce pays-là qui va s'appliquer. Et si c'est 183 Oui. jours dans ce pays-là et que tu as décidé de passer 6 mois dans ce pays,
tu seras aussi résident fiscal de ce pays et il faudra Oui, du coup regarder les conventions. alors Et qu'est-ce qu'on peut faire? effectivement, il y a la question de la résidence, mais il y a également la question de où on impose le fruit de ton travail, en fait. Parce que, le principe, c'est qu'on paye l'impôt là où on travaille, bon, dans le pays là où on se trouve. Et ensuite, il y a une exception, il y a c'est dans les conventions type OCDE, c'est voilà, tu payes là où tu travailles, tes impôts, tu es imposable, là où tu travailles. Et ensuite, il y a des exceptions, c'est-à-dire que si tu passes moins de 183 jours, si ton travail est pas refacturé en local et cetera, tu peux rester imposable dans ton pays d'origine. Donc effectivement, il est possible de rester imposable, à certaines conditions dans son pays d'origine, ça dépend de la convention fiscale, mais le principe en général, c'est qu'on est imposable là où on travaille. Après, si on remplit l'exception, on peut échapper, mais généralement quand on est digital nomade et qu'on travaille pour son propre compte, ben on est payé en local, par une entreprise locale et cetera, et donc on remplit pas ces critères. Donc on est imposable théoriquement en tant que non-résident ou résident, ça dépend des critères, mais on est imposable en local. Je me dis que cette fameuse catégorie des digital nomades, en fait, c'est un groupe hyper hétérogène et que si un des auditeurs se reconnaît dans cette définition, il faut quand même faire attention et il faut vérifier avec quelqu'un dans ce métier, je pense, dans quelle catégorie on se retrouve. Est-ce qu'on peut bénéficier des fameux critères que tu mentionnes, qui seraient particuliers à certaines conventions? Il n'y a pas que, la question de l'impôt, il y a aussi la question des charges sociales. Et en fait, les digital nomades, ils jouent sur le fait que, alors, comme on a du mal à appréhender vraiment là où ils sont, qu'ils peuvent travailler un peu de n'importe où, etc. Ils jouent vraiment sur le fait de pas vu, pas pris. Après, c'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle, faut pas se leurrer. C'est vrai que dans certains pays, quand on veut faire les choses bien, ça devient hyper compliqué. Au niveau administratif, dans certains pays, si on va sonner à la porte de sécurité sociale, en disant voilà, je veux m'affilier, je travaille aux indépendantes, c'est hyper compliqué. Donc, faut avoir beaucoup de volonté. Surtout que c'est une Pour une situation situation qui est temporaire. temporaire. Donc, je pense que les réglementations actuelles ne sont plus adaptées à et là, on en discute, enfin, au niveau international, il y a des discussions là-dessus pour savoir, il faut qu'on trouve des solutions, qui puissent contenter, voilà, tout le monde. Mais, il y a un vrai problème là-dessus parce que, en fait, il y a des règles qui sont applicables, mais vraiment, c'est vrai qu'en toute objectivité, alors ça dépend des pays, mais, quelquefois, dans le pays d'accueil, où on travaille, c'est très difficile à faire en sorte d'être 100% compliant. Et c'est pour ça que la solution de facilité pour ces personnes-là, souvent reste en fait leur affiliation en France en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis voilà, ils déclarent tout à un endroit. Et c'est une solution de simplicité qui est pas vraiment compliant, mais qui permet d'avoir une protection sociale en France, une retraite, etc. Voilà. Ouais, aujourd'hui, c'est pas du tout adapté, en fait. Il y a toujours un décalage entre les nouveaux modes de fonctionnement et l'administration qui permettent à tout le monde d'avoir une meilleure grille de lecture. Il y a un autre cas que j'aimerais bien qu'on aborde aussi, c'est celui du retour en France. Comment ça se passe quand je vis à l'étranger depuis un certain nombre d'années et que j'ai décidé de rentrer? Ça, c'est une bonne question parce que ça peut être très intéressant fiscalement de planifier son retour. Notamment, par exemple, quand vous avez des valeurs mobilières, des actions, et que vous bénéficiez d'une fiscalité intéressante là où vous êtes. Parce que la plupart des conventions fiscales donnent le droit d'imposer dans le pays de résidence. Donc, mettons, si vous avez des actions en France et que vous êtes résident, on va dire, Côte d'Ivoire, si vous vendez ces actions, vous êtes imposable en Côte d'Ivoire. Donc, si vous rentrez en France, et ben vous allez redevenir imposable sur vos plus-values. Et donc, si vous prenez le flat rate 30%, 30% c'est important. Donc, vous pouvez, si vous avez des plus-values, c'est pas mal de liquider avant de rentrer. Voilà, d'essayer de vendre. Si vous avez des stock options, des choses comme ça, c'est bien de faire le ménage avant de rentrer en France pour pouvoir bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse. Donc ça, c'est pas mal de planifier ça, de faire le ménage dans les stock options et dans les actions avant de rentrer en France. Voilà. Et ensuite, en France, vous pourrez réinvestir, mais au moins, vous aurez nettoyé les plus-values, quoi. Est-ce que ça s'applique aussi à l'immobilier que tu as acheté? Non, parce qu'en fait, l'immobilier, les cessions de biens immobiliers sont imposables dans le lieu de situation de l'immeuble.
Et c'est même plus intéressant de vendre un immeuble quand on est résident que quand on est non résident, surtout hors Union européenne, parce qu'il y a une taxation très lourde des plus-values immobilières quand on est hors Union européenne. Et donc là, on a intérêt plutôt à attendre un retour en France pour vendre. Ok, c'est intéressant. Dans la partie vraiment plus complexe des entrepreneurs internationaux, des digital nomades, il y a aussi tout ce qui est succession ou donation à l'international. Est-ce qu'on peut faire un point sur ce sujet? Alors effectivement, quand on était non-résident depuis un moment, quand on est non-résident et qu'on projette de revenir en France, c'est intéressant de planifier peut-être une transmission du patrimoine à ses enfants, en fait. Voilà, on n'est pas imposé en France sur ces donations. C'est vrai si, en fait, vous ne transmettez pas, si vous ne donnez pas des biens qui sont situés en France. Ça marchera pas pour l'immobilier, par exemple. Mais par exemple, si vous avez des valeurs mobilières que vous voulez donner ou si vous avez des espèces sur un compte à l'étranger, etc., eh bien, si vous n'êtes pas domicilié en France et si vos donataires, c'est-à-dire vos enfants à qui vous donnez, s'ils ont été domiciliés à l'étranger plus de 6 ans sur les 10 dernières années, vous pouvez donner ces biens qui sont situés hors de France à vos enfants net de droit de mutation. Donc ça peut être intéressant de planifier ça. Ok, imaginons, j'habite en Italie. Ça fait 10 ans que je suis là avec mes enfants. J'ai beaucoup de liquidités en Italie. J'ai des valeurs mobilières en Italie. Et du coup, je décide qu'avant de rentrer en France, je vais faire une donation. Et le droit qui va s'appliquer, c'est le droit italien, qui est du coup peut-être plus favorable. Oui, il faut regarder effectivement les pays dans lesquels vous vous situez. Également, quelles sont vos obligations fiscales de succession et de donation, parce que voilà, c'est la loi c'est le droit qui va s'appliquer à vous. Et ensuite, quand il y a des biens qui sont situés en France, un peu partout, etc., il faut regarder si dans les conventions internationales, pour éviter la double imposition. La succession est pas toujours dans les conventions fiscales et la donation encore moins. C'est rare les conventions fiscales qui traitent de la donation pour éviter les doubles impositions. Donc il faut faire attention. Il faut vraiment prendre conseil avant de se lancer dans ce processus. Mais ça peut être intéressant d'étudier la question. En fonction de là où vous êtes, de ce que vous voulez faire, où est situé le patrimoine que vous voulez donner, etc. Mais de s'intéresser au sujet avant de rentrer en France, voilà. Parce que vous pouvez optimiser. Donc ça, c'est un point hyper intéressant et j'aime à rappeler dans les épisodes que toutes ces questions de droit et de fiscalité, en fait, permet de terminer tout le chemin qu'on a fait en générant des revenus, en gérant, en investissant toute sa vie, et que c'est pas du tout un sujet à négliger. Et c'est peut-être un des sujets les plus importants pour préserver et transmettre son patrimoine. Typiquement, si on a vécu les 20 dernières années en expatriation et on s'est constitué un petit patrimoine à l'étranger et qu'on compte passer sa retraite en France, et que les enfants sont pas forcément résidents en France, ils ont peut-être fait leur vie à Taïwan, Singapour, en Australie, je sais pas où. Ce serait dommage de pas se pencher sur la question de cette transmission avant de rentrer en France, parce qu'effectivement, c'est le fruit de votre travail. C'est mieux d'anticiper que de finalement devoir donner la majorité de son patrimoine en droit de succession. Cet épisode, ça a permis vraiment de rappeler la définition de la résidence fiscale, de parler de cas qui peuvent paraître complexes de premier abord, mais grâce à Cécile, on a compris aujourd'hui que finalement, si on fait les choses correctement, tout va bien se passer. Si tu devais donner aujourd'hui 3 conseils à quelqu'un qui s'expatrie, ça serait lesquels? Déjà, il faut prévoir, c'est-à-dire que il faut s'intéresser à ces questions-là. Il faut pas remettre à plus tard les questions qui sont d'organisation du patrimoine, etc. Il faut vraiment y penser avant de partir pour pouvoir faire les choses bien. Je dirais qu'il faut aussi simplifier peut-être les situations, parce que quand on est loin et qu'on a du patrimoine en France, notamment immobilier, etc., l'expérience montre que c'est quelquefois compliqué de gérer ça de loin, et que quelquefois ces investissements, on peut peut-être simplifier la gestion des investissements et du patrimoine en France avec des solutions qui sont plus simples à mettre en place, surtout pour les expatriés.
parce que oui, notamment, c'est vrai que l'immobilier, pour moi, c'est quelque chose qui peut, quand on est expatrié, qui peut être difficile à gérer de loin. Et donc, il faut s'organiser là-dessus et peut-être investir ailleurs, où il y a des choses à faire. Donc, ouais, simplifier peut-être aussi, voilà, simplifier son patrimoine pour que ce soit facile à gérer. Et également, alors, être assez organisé. Maintenant, c'est plus facile parce qu'autrefois, c'est vrai qu'il y a 20 ans, quand les gens partaient, qu'on leur demandait des documents, et cetera, tout était dans les containers, les documents étaient perdus, et cetera. Bon, maintenant, avec la numérisation, c'est quand même beaucoup plus facile, mais essayez quand même de classer vos documents et suivre. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à remettre à plus tard ou pas regarder, il faut faire un suivi de ses affaires en France pour pas avoir de mauvaises surprises, c'est-à-dire répondre aux questions de l'administration, faire ses déclarations, et cetera. Il faut quand même qu'il y ait du suivi. Il faut pas tout laisser tomber parce qu'on est parti, en fait. Il faut rester organisé et pour faire les choses correctement. Et tout à l'heure, on parlait des gens qui voyageaient beaucoup. Surtout, garder des calendriers de vos déplacements pour ces gens-là, parce qu'après, c'est tellement plus facile que d'essayer de reconstituer où vous étiez 12 mois après, ça devient l'enfer. Donc, pour les gens qui voyagent beaucoup, il faut garder un calendrier au jour le jour, voilà, où vous étiez, où est-ce que vous avez travaillé, etc. Ça simplifie terriblement la vie derrière. Et puis, oui, ne pas mettre les trucs sous le tapis. Il faut traiter les choses. Et puis, pour avoir l'esprit tranquille, essayer de faire les choses correctement, ne pas hésiter à demander conseil. Vous pouvez demander conseil à l'administration fiscale. Si vous avez des questions, ils pourront vous répondre. Vous pouvez avoir des renseignements aussi sur tout ce qui est sécurité sociale sur des sites internet de l'administration, enfin qui sont très bien faits. Mais il faut toujours que vous obteniez réponse à vos questions. Ne restez pas dans le flou parce que quand il y a un flou, il y a un loup. Donc essayez que les choses soient quand même bien claires. Donc anticiper, simplifier et s'organiser. Oui. Si on a besoin d'aller plus loin, qu'on a besoin d'aide pour mieux comprendre sa situation, pour clarifier certains points ou faire des déclarations, et qu'on veut travailler avec toi, comment on te contacte? Peut-être que tu pourras donner mes coordonnées. J'ai un site internet également, lemartréavocat.com. Vous pouvez prendre contact avec moi, donc sans problème. C'est avec grand plaisir que je pourrai vous aider. Je te remercie Cécile, j'ai adoré cet épisode avec toi, ça a permis de clarifier, beaucoup de points, de faire des piqûres de rappel et de parler de, cas un peu plus, complexes. Pour finir cet épisode, si je te demandais, bien gérer sa résidence fiscale, pour toi, c'est quoi? Une obligation, une stratégie ou une tranquillité d'esprit? Je pense que c'est une tranquillité d'esprit en premier lieu, parce qu'au moins on sait qu'on fait les choses bien et on agit conformément, et qu'on aura à la réglementation, qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc ça, c'est vraiment une tranquillité d'esprit. Ensuite, effectivement, ça pourrait être une stratégie, pour certaines personnes, qui voudraient, transférer leur résidence fiscale, et tout liquider en France ou et cetera. Donc il peut y avoir des stratégies, mais en fait, je pense qu'on se fait un peu une image, de ça. C'est pas si facile de tout quitter pour des raisons fiscales, parce qu'il y a quand même un gros affect. Quand on est français, c'est difficile de tout quitter pour des raisons finalement, c'est de l'argent en fait. Donc voilà. Et on sous-estime souvent ça. Donc quelquefois, on voit des gens qui partent, et puis finalement au bout de 2 ans, ils se disent: «Ah bah, c'est dur quand même, les enfants viennent pas nous voir et tout». Donc c'est pas toujours si simple. Donc la résidence fiscale, moi je pense que c'est plutôt, voilà, une tranquillité d'esprit, éventuellement une stratégie si vous êtes très, courageux. C'est vrai qu'en France, tout ce qui est impôts, c'est quelque chose qui est très crispant et qui fait peur aux gens. Et il y a beaucoup aussi d'amertume derrière quand on fait, son chèque aux impôts et cetera. C'est vrai que c'est un sujet sensible et c'est vrai que c'est pas toujours simple, de retrouver, ce qu'on doit faire, de comprendre et je comprends que, voilà, les gens, quelquefois, ne veulent pas s'en occuper, parce qu'ils sont juste fatigués et quand on est expatrié, quelquefois, on a des vies professionnelles bien remplies. On a beaucoup, beaucoup de choses à gérer entre, les logements, les scolarités, le travail, la famille et c'est vrai que le côté fiscal, c'est ça en plus, en fait.
c'est un peu la dernière roue du carrosse dans toute l'organisation de l'expatrié. Et je comprends que quand on veut s'y coller, c'est pas toujours facile et ça demande quelquefois un peu de courage, mais que il faut pas s'en faire une montagne. Voilà, c'est régler les choses très facilement. Ouais, du courage, d'être bien conseillé, bien accompagné, pour que justement on en puisse enlever tout ce stress qui est lié à un sujet qu'on a peut-être, qui nous fait peur ou on maîtrise pas assez. Je te remercie Cécile. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.